Bonjour à tous, je pense qu'on doit avoir à peu près tout le monde là. Donc on va continuer notre cours sur les acides bases et on en était au couple acide-base que vous devez connaître par cœur. Et ce que j'avais écrit à la fin, que vous voyez en haut à droite ici, ça c'est quelque chose d'assez important. Et si vous pouvez voir les choses comme ça les simplifiera pas mal. H2O est un acide, elle peut libérer un H+ de cette façon-là. Vous avez la liaison entre le O et le H qui est polarisée parce que O est plus électronégatif que H. Et l'hydrogène H s'en va sans son électron, qui va former un doublé non liant sur HO qui devient négatif, HO-, et H+ qui a perdu son électron devient positif. Et dans l'autre sens, ça fonctionne de la même façon. Si je regarde par exemple HO- qui est une base, et que j'écris sa structure de Lewis comme ça, elle peut capter H+ pour former l'acide correspondant. Et la façon dont ça se passe, c'est qu'en fait un des doubliers non liants vient former une liaison covalente avec le H+, et on obtient HO, le H qui est accroché par une liaison covalente. Il me reste deux doublés non liants sur l'oxygène. L'oxygène qui avait un électron en trop, qui était négatif, il n'a plus cet électron en trop autour de lui, donc il est plus négatif, et le H+ qui a récupéré un électron, il devient H. Il faut que vous voyez vous imaginez les réactions acido-basiques comme ça, le H qui est libéré par l'acide et qui peut venir être capté par une base. Et donc on avait vu que H2O, l'eau, ça peut être à la fois un acide et une base, c'est ce qu'on appelle une espèce amphotère. Deuxième que vous devez connaître, excusez-moi, je vais remettre un peu en dessous, ça saute. Deuxième couple acide-base que vous devez connaître, l'acide carbonique. Non, on l'avait fait celui-là. Je vais remettre après. Ça délire, excusez-moi. J'ai un petit souci. On remet bien. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche mieux. Acide carbonique, je ne sais plus si je l'avais fait ou pas. Dioxyde de carbone qui est soluble dans l'eau, qui forme l'acide carbonique, qu'on va noter, alors CO2 aqueux, dioxyde de carbone dissous dans l'eau, qu'on peut noter aussi CO2 H2O, ou en regroupant tout l'ensemble, H2CO3, c'est sous cette forme H2CO3 que c'est le plus simple de voir. H2CO3, quand je lui enlève un H+, j'enlève un H, ça devient HCO3, j'enlève un plus, je rajoute, c'est comme rajouter un moins, HCO3-. Ou je peux l'écrire sous cette forme-là, qui est un peu moins lisible. Vous pouvez rencontrer les deux écritures. Ok. Ensuite, deuxième couple à connaître, acide carboxylique. Donc révision de première, un acide carboxylique, il présente un groupe fonctionnel carbonyle. Un groupe fonctionnel carbonyle, c'est un carbone lié à, d'une part, un oxygène par une double liaison, d'autre part, un OH par une simple liaison. Et
Ce qui est à côté du C, c'est n'importe quelle chaîne qu'on va noter R d'une façon générale. R, c'est n'importe quoi. Donc on va le noter R, c'est OOH, où les deux O, on peut les regrouper en RCO2H. Quand vous voyez deux O à la suite comme ça, c'est un acide carboxylique. Il y en a un qui est lié par une double liaison, l'autre par une simple, et le H, il est sur l'oxygène qui a une simple liaison. On va écrire la forme de Lewis, c'est-à-dire écrire les doublés non liants, qui ne sont pas écrits sous cette forme-là. Alors je développe le H. Un carbone n'a pas de doublé non liant. Un oxygène a deux doublés non liants. Donc je vais les mettre comme ça sur le premier, et sur le deuxième, on les met là. Je vous mets juste ça pour le rappel. De toute façon, on aura un chapitre qui reviendra là-dessus plus en détail. La nomenclature d'un acide carboxylique, c'est le nom de la chaîne carbonée qui est là, toute celle-là, avec le carbone, précédé de acide. Donc acide, la chaîne qui est en jaune ici, OIC. Dans l'exemple que je vous ai mis, en dessous, vous avez, pour nommer une chaîne carbonée, on compte le nombre de carbone à partir du carbone qui contient le groupement fonctionnel. Donc le premier carbone, il est ici. 2, 3, 4 carbones, c'est la chaîne carbonée la plus longue. Les noms des chaînes carbonées, c'est méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, et après heptane, ainsi de suite. Et méthane, c'est pour un carbone, éthane 2 carbones, propane 3, butane 4, pentane 5, et hexane 6. Donc ici, on a 4 carbones, donc méthane, éthane, propane, butane. C'est un butane qu'on écrit ici. Donc acide, butane, OIC. Et sur ce butane, sur le troisième carbone, vous avez un groupement avec un seul carbone. Un seul carbone, c'est méthane. Donc sur le troisième carbone, méthyle. Donc acide 3-méthylbutanoïque. Bon, c'est pas le but du chapitre ici de faire de la nomenclature des acides carboxyliques. C'est juste pour faire une petite piqûre de rappel. Et donc, un acide carboxylique, vous voyez que il possède ici un groupement OH, donc une liaison polarisée, avec un O delta moins, un H delta plus, et donc ce H là, il peut le libérer. Donc ce H là peut donner une forme acide. Et du coup, on va écrire les formes le couple acide-base à connaître, RCO2H ou RCOOH, ça c'est la forme acide, c'est l'acide carboxylique, et quand il perd H+, donc j'enlève H, il me reste RCO2, j'enlève plus, ça me fait un moins, RCO2-. RCO2-, c'est ce qu'on appelle un ion carboxylate, vous devez connaître ce nom aussi. Quatrième espèce couple acido-basique à connaître, l'amine. Donc une amine, elle présente le groupe fonctionnel amine, c'est un azote accroché à différents groupes. Donc les groupes qu'on a, ça peut être des groupes R1, R2, R3. R1, R2, R3, ça peut être n'importe quoi parmi du carbone et de l'hydrogène. On la notera d'une façon générale RNH2. Alors RNH2,
j'ai deux R là qui sont des H, et un seul groupement R qui contient des carbones, c'est ce qu'on appelle une amine primaire. Si je prends 3 H, tiens, je pourrais le noter ça, si on prend 3 H, c'est l'ammoniac. Si je remplace un H par un R, c'est une amine primaire. Si je remplace 2 H et que j'ai R1, R2, NH, c'est une amine secondaire. Et ce que je vous ai dessiné là, avec les 3 R1, R2, R3, c'est une amine tertiaire. La forme de Lewis, donc je vais la faire pour RNH2. L'azote possède un doublé non-liant. On a vu les formes de Lewis un peu hier. Il possède un doublé non-liant qui va être capable de capter un H+. Un H+, va venir pouvoir s'accrocher ici par le doublé non-liant qui est là. Et donc du coup, une amine, c'est une base. Et elle fait partie du couple. Alors la forme basique, c'est RNH2. Et si elle capte un H+, ça devient RNH2 plus un H+, donc RNH3 et plus. RNH2, on appelle ça une amine, et RNH3+, c'est ce qu'on appelle un ion ammonium. J'ai pas fait la nomenclature. Exemple de nomenclature pour les amines. On donne le nom de la chaîne carbonée la plus longue, et dessus on dit qu'il y a un H2 qui est accroché. Ce NH2 on l'appelle amine. Donc ici la chaîne carbonée la plus longue contient 1, 2, 3, 4, 5 carbones, méthane, éthane, propane, butane, pentane, donc pentane, et sur le carbone qui est ici, qui est le 1, c'est celui qui est accroché au groupe amine, on a une amine. Donc pentane, 1, amine. Ah, super. Donc une fois que vous connaissez ces couples-là par cœur, il faut pouvoir écrire les différentes réactions acido-basiques. Alors ça va être extrêmement simple à écrire les réactions acido-basiques. Lors d'une réaction acide-base, la base d'un couple va capter le proton qui est libéré par l'acide d'un autre couple. On va le voir directement sur des exemples. Acide éthanoïque sur l'eau. Alors, acide éthanoïque. Acide éthanoïque, on a dit que c'était quelque chose qui faisait comme ça. Là, je vais l'écrire. Et éthanoïque, c'est méthane, éthane. Donc éthane, il possède deux carbones. Donc CH3, COOH, que je vais écrire CH3, COH. Sur l'eau. Ça forme, donc, il faut repérer quelle est l'espèce acide et quelle est l'espèce qui forme une base. L'acide éthanoïque, comme son nom l'indique, c'est un acide, c'est pas une base. Donc ici, l'eau va jouer le rôle de base, l'acide éthanoïque le rôle d'acide. Donc l'acide éthanoïque, il va libérer son H+, et le H+, va être attrapé par l'oxygène de H2O. Si j'enlève H+, HCH3COH, il me reste CH3COO. J'ai enlevé le H. Il faut que j'enlève le plus, il me reste un moins. Et l'eau, H2O, quand elle capte H, j'avais 2 H, j'en obtiens 3. H3, O. C'était H+, donc j'ai une charge plus qui apparaît.
pour l'ion ammonium sur l'eau. L'ion ammonium, alors, l'ion ammonium, c'est celui qui correspond à l'ammoniac, NH4+, sur l'eau H2O. Ici, NH4+, on connaît nos couples acide-base. Il faut savoir que c'est une base, donc H2O ici, que c'est un acide, pardon, excusez-moi. NH4+, c'est l'acide du couple. Donc H2O va encore jouer le rôle de la base. Donc j'enlève un H+, à mon acide NH4+. Si j'enlève H+, NH4+, il me reste NH3+. Il me reste NH3 si j'enlève un H et un plus. Le H+, il vient se mettre sur H2O pour former H3+. Acide éthanoïque sur l'ammoniac. Donc acide éthanoïque, on a dit que c'était CH3COOH. L'ammoniac, donc lui il faut le connaître, on l'a vu au-dessus, c'est NH3. L'acide, c'est l'acide éthanoïque. Le H de l'acide éthanoïque va partir, va être capté par une H3. Je vais former CH3COO, j'ai enlevé le H, j'enlève le plus, CO-, plus NH. Dessus, j'avais 3 H, j'en récupère un, j'en ai 4, et j'ai récupéré également un plus. Action de l'ion éthanoate sur l'eau. Alors, l'ion éthanoate, vous devez savoir que c'est la base conjuguée d'un acide carboxylique. Donc ici, l'acide éthanoïque. Ion éthanoate, acide éthanoïque. Donc CH3 éthanoïque, vous avez 2 carbones. COO. Donc CH3COH qui a perdu son H+. Donc ça me fait CH3CO-, qui doit réagir sur l'eau, H2O. Ici, CH3CO-, on sait que c'est une base. Donc l'acide, ce sera forcément H2O. Donc H2O va perdre un H+, qu'elle va donner à CH3CO-. CH3CO-, quand je lui rajoute H+, ça fait CH3COH. Et H2O, si je lui enlève H+, il me reste HO-. J'enlève un H, j'enlève un plus. Et la dernière que je vous ai mis, ammoniac sur l'eau, l'ammoniac NH3, sur l'eau H2O, l'ammoniac est une base, donc c'est H2O qui va être l'acide, donc H2O va libérer un H+, qui va être capté par NH3, qui va devenir NH4+, et H2O quand j'enlève H+, ça fait HO-. Donc c'est toujours très simple à écrire les réactions acido-basiques, on a juste ce H+ à passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de coefficient stoichiométrique à équilibrer. Donc ça c'est simple. On peut raisonner aussi avec les deux demi-équations acido-basiques que je vous avais mis que j'avais mis tout en haut. Ici, l'équation H égale A- plus H+. Écrire les deux demi-équations pour chaque couple. Voilà, c'est plus parlant ici. Par exemple, si je regarde l'équation entre l'acide l'acide éthanoïque, le R ici ce serait un CH3 et H2O, donc ça c'est un acide. Je vais l'afficher. Ça peut être pratique. Non, je vais continuer, je vais me remettre là.
Je vous refais la première telle que vous pouvez trouver dans certains livres. La première qui est là. Au lieu de visualiser le H+ qui passe de l'acide à la base, je pourrais aussi écrire que j'ai le couple CH3 COH CH3 CO-, et que je fais réagir avec le couple, alors H2O qui est la base et l'acide conjugué de H2O CH3O+, et dire que CH3COH réagit avec H2O pour former H3+ plus CH3CO-. Et je retrouve la même équation que celle que j'avais en dessous. Donc c'est une façon de raisonner également. Je préfère nettement visualiser le H+ qui passe de l'un à l'autre. C'est beaucoup plus simple. Mais cette façon de fonctionner avec les demi-équations, ça ressemble un peu à ce qu'on fait en oxydoréduction, sauf que c'est beaucoup plus simple, parce qu'à chaque fois, il n'y a qu'un seul H+ qui est changé, et pas plusieurs électrons. Donc c'est beaucoup plus simple à équilibrer. Bon. J'arrive pas à effacer. Voilà. Ça, c'était pour la première réaction. L'eau est à la fois un acide et une base, donc elle peut réagir sur elle-même. C'est ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. Dans la réaction qui est là, le H2O qui est ici, alors je vais le prendre dans le bon ordre, j'ai pris que le deuxième H2O, je dis que c'est l'acide, le premier H2O c'est la base, le H2O acide donne un H+ à la base qui devient H3+, et ce qui était acide, qui a perdu un H+, ça fait HO-. Ce qui va s'écrire aussi 2 H2O qui donne H3O+, plus H-. Alors là, j'ai fait attention à l'écrire avec une double flèche. Donc c'est une réaction qui se produit. Dans l'eau, l'eau réagit toujours sur elle-même pour former des H3+ et des HO-. C'est-à-dire qu'en solution aqueuse, il y a toujours des ions H3+ et toujours des ions HO-. Il ne peut pas y en avoir zéro. Il y en a toujours une certaine quantité. Mais en fait, H3+, c'est ce qu'on obtient quand on met un acide fort dans l'eau, et HO-, c'est ce qu'on obtient quand on met une base forte. Et en fait, H3+ et HO-, eux réagissent fortement pour former, de la droite vers la gauche, pour former 2 H2O. Donc en fait, cette réaction-là se fait fortement dans le sens vers la gauche et faiblement vers la droite. Normalement, une grande flèche vers la gauche, une petite flèche vers la droite. Mais il y a toujours cette petite flèche vers la droite qui fait qu'il y a toujours cette réaction d'autoprotolyse de l'eau et qu'il y a toujours des H3+ et des HO- dans l'eau. Ok, donc la toute première compétence là de ce chapitre, c'est de savoir écrire la réaction acide-base en fait, et de savoir bien visualiser ce H+ qui passe de l'un à l'autre, et tout ce qui est forme de Lewis, là, polarisation des liaisons, ça permet de bien le visualiser. Et puis connaître les couples à connaître. La deuxième chose, ça va être de savoir calculer le pH, ou mesurer le pH. Le pH est lié à la concentration en ion H3+, qu'on appelle ion oxonium, et sa définition, c'est une définition mathématique. Le pH d'une solution, c'est une grandeur sans dimension. Et le pH est égal à moins log de H3+ sur C0. Alors H3+, c'est la concentration en ion H3+, en mol par litre. C0, c'est ce qu'on appelle la concentration standard, et elle vaut 1 mol par litre. Elle vaut toujours 1 mol par litre. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend une échelle, on définit pH avec une échelle log? C'est parce que les valeurs de concentration de H3+, elles vont être étalées sur beaucoup de décades.
Ça peut aller de 10 moins 1 mol par litre à... ça va jusqu'à 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 10, moins 14 mol par litre. Donc représenter sur une même échelle des choses qui vont de 10 moins 1 à 10 moins 14, c'est pas pratique. Ce qu'on va représenter en fait, c'est une échelle qui va aller de 1 à 14, qui correspond au 10 moins 1 au 10 moins 14, qui correspond à la puissance de 10. Et ce qui permet de faire ça, c'est la fonction logarithme. La fonction logarithme, elle doit prendre en paramètre dedans quelque chose qui est sans unité, qui est sans dimension. C'est pour ça qu'on divise la concentration de H3+ par une mol par litre, par ce C0. Ça permet d'avoir dans le log quelque chose qui n'a pas d'unité. Donc c'est H3+ divisé par 1. Après, souvent, dans les livres, vous verrez écrit pH égale moins log de la concentration de H3+, directement. Donc on trouvera souvent l'écriture pH égale moins log de la concentration en H3O+, où on ne met pas le divisé par 1, parce que divisé par 1, il ne l'a que pour les unités. Mais quand on écrit comme ça, il faut faire attention à l'unité, et savoir que en fait, ce qu'il y a dans le log, ça n'a pas d'unité, et que le pH n'a pas d'unité. Je réponds à une question de Pierre. Est-ce qu'on doit apprendre par cœur les écritures des acides? Oui. Oui. Les couples acide-base, tous ceux que je vous ai mis, ils sont à connaître par cœur. Mais ils sont très simples à retenir. Petit point mathématique, la fonction réciproque du log, c'est comme ça que je pourrais la définir. La fonction réciproque de la fonction logarithme, c'est la fonction 10 puissance. La réciproque de log de x, c'est 10 puissance x. Si j'ai pH égale moins log de H3O+ sur C0, c'est équivalent à dire que H3+ sur C0, ce que j'ai là, c'est 10 puissance moins ce que j'ai là. Je vous détaille, je détaille un petit peu le calcul. On a pH égale moins log de H3O+ sur C0. Alors c'est C. Le 0 est à la puissance. Ah tiens, je me suis raté. Dans le texte là, j'avais mis... Ah, je vais pas réussir à sélectionner. J'avais mis un 0 entre... J'avais mis un 0 en indice, c'est une puissance. Okay. Donc pH également log de H3+ sur C0, c'est équivalent à... Je passe le moins de l'autre côté. Log de H3+ sur C0 qui est égal à moins pH. Et la fonction réciproque de la fonction log, c'est la fonction 10 puissance. Donc 10 puissance de log de H3+ sur C0 égale 10 puissance moins pH. Et 10 puissance log, ça s'annule. Donc il ne me reste plus que H3+ sur C0. Ça, c'est tout le raisonnement détaillé.
Donc c'est un peu comme si... c'est un peu comme le lien entre le carré et la racine carrée. Si vous voulez enlever une racine carrée, si vous voulez simplifier racine carrée, il faut élever au carré des deux côtés. Voilà, c'est pareil. Si vous voulez enlever un log, il faut faire 10 puissance des deux côtés. Et ça enlève le log. Et donc vous devez connaître cette formule, enfin la connaître. Vous devez savoir que la réciproque de la fonction log c'est 10 puissance, et donc que h3+, c'est C0 fois 10 puissance moins pH. Bon là c'est pareil, C0 c'est 1. Dans des livres, vous pourrez voir écrit H3+ égale 10 puissance moins pH directement. L'intérêt de l'écrire comme ça, c'est que c'est plus court, plus rapide. L'ennui, c'est qu'on perd les unités. Alors par exemple, je vous demande de déterminer le pH d'une solution de concentration 5,10-3 mol par litre. Donc le pH, par définition, c'est moins log de la concentration en H3O+, qui vaut 5,010-3, divisé par 1 toujours. Je sais pas trop si dans les sujets de bac, on s'attend, enfin, on veut que vous écriviez toujours le C0, parce que avant c'est pas comme ça qu'on l'écrivait au lycée. On écrivait, on mettait pas le C0, on n'en parlait pas du tout aux élèves, donc on avait une formule qui était juste pH égale moins log de H3+, mais du coup il y avait un souci d'unité. Ce qu'on fait dans le supérieur, c'est qu'on définit correctement le pH avec le C0, en disant que c'est bien moins log de H3+ sur C0. Par contre, une fois qu'on l'a défini comme ça, dans toutes les applications, à chaque fois on écrit pH égale moins log de H3+ directement. Et le diviser par 1, tout le monde doit savoir qu'il est là. Donc je sais pas là si dans les sujets de bac, dans les corrections de bac, on va nous demander de sanctionner s'il n'y a pas le C0. Je peux pas encore vous dire. Si je calcule log de 5,10-3, donc la fonction, il faut que vous trouviez la fonction log sur vos calculatrices. Alors attention, c'est la fonction log, LOG. Et normalement, elle est sur la même touche que la touche 10 puissance x. Alors pas la touche x 10 puissance x que vous pouvez avoir en bas de vos calculatrices, qui permet de calculer, d'écrire 3 fois 10 puissance moins 4 par exemple. C'est une autre touche. Et alors attention, il y a deux types de log. Il y a le log LOG, qui est le logarithme décimal, et le log népérien, qui s'appelle ln, et qui est sur la même touche que la fonction exponentielle, x. Donc il y a un lien entre le logarithme décimal et le logarithme népérien, mais en physique, là, c'est le logarithme décimal qu'on utilise. Donc il faut bien que vous trouviez la touche log. Alors je tape 5,10-3. Log de 5,10-3, ça vous fait moins 2,3. Et donc c'est l'opposé de ça, c'est moins log de 5,10-3. Donc moins 2,3, ça fait un pH qui vaut 2,3. Alors généralement, le pH, quand on le mesure expérimentalement, c'est une mesure qui n'est pas très précise. Donc expérimentalement, on n'est jamais plus précis qu'un chiffre après la virgule. Donc souvent les résultats des pH, on les écrit avec un chiffre après la virgule, pas plus. Bon, vous pouvez en mettre un deuxième. Donc là, le dessus d'après, ce serait un 0, ce serait 2,30. Quand H3+ vaut 10-3, vous pouvez écrire moins log de 10-3, taper ça à la calculatrice, ça va vous faire 3. Vous le voyez, ça se voit immédiatement, parce que quand vous prenez le log, c'est le réciproque de 10 puissance, donc le log enlève le 10 puissance, et comme il y a un moins, ça enlève le moins devant le 3.
Et je vous rappelle, la formule H3O+, c'est 1 fois... Ah, ça peut écrire. 1 fois 10 puissance moins pH. Si j'oublie ces 0, H3+, c'est que j'écris en dessous, c'est 10 puissance moins pH. Ici, pH, je vois que c'est 3. Quand H3+ vaut 10-2, le pH, ça fera 2. Déterminer la concentration d'H3+ d'une solution dont vous avez pH. Bon, bah, si votre pH c'est 10,8, la concentration en H3+, c'est C0 fois 10 puissance moins pH, donc 1 fois 10 puissance moins 10,8. Vous pouvez apprendre les deux formules directement. Vous pouvez le laisser sous la forme 10,8, ou alors si vous tapez 10 puissance moins 10,8 sur vos calculatrices, il faut utiliser la touche 10 puissance qui est avec le log pour pouvoir le calculer. Donc je le fais, hop. 10 puissance moins 10,8, ça me fait 1,58 fois 10 puissance moins 11. Alors mol par litre, c'est une concentration. Quand le pH vaut 3, la concentration de H3+, c'est 10 puissance moins 3. Quand le pH vaut 5,2, la concentration d'H3+, c'est 10 puissance moins 5,2. Oui, j'écris même pas le... J'ai pas l'habitude d'écrire le multiplié par 1. Et 10 puissance moins 5,2, ça fait 6,31 fois 10 moins 6. Bon, donc il faut que vous sachiez utiliser correctement votre calculatrice pour ça. Le faire au maximum de tête si vous avez des nombres entiers. Sortez pas votre calculatrice quand il y a des nombres entiers. Et j'ai une dernière chose à vous dire dessus, c'est que cette relation, comme toute relation physique, ça correspond à une certaine modélisation. Et ça n'est valable que dans un certain domaine de concentration en H3+. Mais c'est vrai pour toutes les formules. Hein. Toutes les formules, tout ce qu'on a vu, toutes les formules de mécanique qu'on a vues dans les chapitres précédents, c'est vrai tant que les domaines de vitesse, tant qu'on est dans des domaines de vitesse faibles devant la vitesse de la lumière. Si je commence à avoir des vitesses plus élevées, il faut que j'utilise une autre mécanique qui est la relativité. Bon, bah là c'est pareil. Cette relation pH égale moins log de H3+, est valable dans un certain domaine de concentration en ion H3+ uniquement. Par exemple, si je prends une solution de H3O+, ici, je commence avec une solution qui a 1 mol par litre, et puis je vais la diluer de 10 en 10, je la dilue 10 fois chaque fois, et j'ai des solutions S1, S2, S3 qui sont dans chaque fois la concentration est divisée par 10, donc 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. Donc si j'utilise la formule pour calculer les pH, si je prends ici 10-1, le pH, ça va faire 1. Donc c'est le point qui est là. Si je prends 10-2, le pH, ça va faire 2. 10-3, ainsi de suite. Ici, oui, là, ici, on est à quoi? 10-5. Ça marche sans souci. Mais quand je continue à diluer, je vais avoir du 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10. Et si je continue à utiliser la formule, je vais avoir un pH qui vaut 8. Or, vous savez que le pH, c'est une échelle qui va de 0 à 14, et que le pH neutre, c'est 7, et que quand je suis en dessous de 7,
je dis que je suis en milieu acide. Et que quand je suis au-dessus de 7, je suis en milieu basique. Et que à 7, c'est neutre. C'est une solution neutre. Si je prends une solution acide, que je pars de là, et que je la dilue, le pH il augmente, c'est de moins en moins acide, mais en diluant une solution acide, c'est impossible que je passe à une solution basique. Ça, c'est pas possible. Plus elle sera diluée, plus elle sera neutre. Donc il y a une limite à 7 quand je dilue. Donc ça veut dire que cette formule-là, hein, elle va être valable uniquement quand je vais avoir des concentrations en H3+, qui sont ni trop faibles, ni trop élevées. Parce que c'est pareil, si je prends le cas du 1 mol par litre, log de 1, ça fait 0. Vous le taper sur vos calculatrices. Log de 1, ça fait 0. Et une solution à 1 mol par litre de H3+, c'est pas du tout la solution la plus acide qu'on puisse faire en milieu aqueux. On peut faire plus acide que ça. Donc c'est pas du tout le 0. Donc vous voyez que ça correspond pas. Donc normalement on sera pas dans ces cas-là. Hein. Vous serez toujours dans des cas où ça fonctionne, où la relation est utilisable sans problème. Mais attention, en TP, en manipulation, à pas l'utiliser n'importe comment. Et si vous avez par exemple des solutions trop concentrées, la valeur du pH que vous mesurerez pourra être différente du pH théorique, parce qu'on ne sera pas dans le domaine de validité de cette relation. Voilà, donc on a fini le cours sur ce chapitre. Il était pas très long, pas extrêmement compliqué. Je vous ai mis beaucoup d'exercices sur les couples acide-base et un peu sur des calculs de pH aussi. Donc je vous laisse faire les exercices de votre côté. Je fais la correction du mien, et puis dès que j'ai fait la correction là, que je commence tout de suite, je vous les mets sur le NT, sur l'espace du groupe SP physique. Donc dès que je les aurai, vous pourrez les retrouver. Et pendant ce temps-là, vous pouvez poser vos questions via la messagerie de l'ENT. Je serai absent pour la fin de la semaine. Et je pourrais pas assurer le cours de jeudi matin en distanciel. Donc on se reverra lundi prochain au lycée. Bonne journée, au revoir.